bienvenue dans Smart Tech. Cette édition est entièrement consacrée au débat qui anime cette planète du numérique, la planète de l'innovation également. On va s'intéresser à la bataille avortée, en tout cas retour de cette bataille autour de l'anonymat. On va s'intéresser à l'intelligence artificielle évidemment avec la création d'un comité interministériel de l'IA générative. Et puis on va parler aussi des nouveautés du côté de Meta avec de l'IA encore une fois, mais pas seulement, aussi de la réalité mixte. C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech dans Smart Tech. Mes débatteurs aujourd'hui dans Smart Tech s'appellent Tariq Krim. Tariq Krim, le fondateur de Cybernetica. Bonjour Tariq. Bonjour. Alexandre Zapolski, président de l'Inagora. Bonjour Alexandre. Bonjour et Julien Pillot, économiste. Bonjour Julien. Bonjour Delphine. On commence avec cette bataille avortée autour contre, on peut dire même, l'anonymat qui s'est joué en fait dans les coulisses de l'Assemblée nationale pendant les travaux autour de la loi pour sécuriser et réguler Internet. Alors, ce sujet, ce n'est pas la première fois qu'il crée la polémique. Est-ce que son retour sur le devant de la scène vous a étonné? Non. Alexandre? Non, parce que effectivement, c'est un débat qui est presque aussi vieux est vieux Internet. Non, mais on avait l'impression que ça y est, on avait refermé le sujet, que finalement, on s'était quand même tous entendus pour dire que l'anonymat n'existe pas, en fait, sur Internet. Donc pourquoi, à chaque fois, faut-il le rappeler? Mais parce que la pression qui existe sur les réseaux sociaux, elle est de plus en plus importante. Et donc les politiques eux-mêmes, qui sont très sensibles à ce qui se passe en fait sur les réseaux sociaux, s'emparent en fait de ce sujet-là. Parce que c'est quelque chose qui touche du doigt. Je dis souvent d'ailleurs que si les politiques passaient plus souvent par les passages aux frontières aux aéroports, ça ferait très longtemps qu'on aurait résolu le passage aux frontières aux aéroports. Mais comme eux, ils bypassent ça, ils ne sont pas confrontés en fait à cette réalité-là. Mais pour le coup, ils sont confrontés à la réalité du côté ensanglanté des réseaux sociaux. Et donc, naturellement, ils cherchent en fait des parades, ils cherchent en fait des solutions. Et est-ce qu'il faut organiser un débat sur le sujet? Moi, je pense qu'il faut l'organiser parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un sujet derrière ça. Il reste des frustrations, parce que finalement, l'amendement ne passera pas, mais la pilule non plus, j'ai envie de dire, elle passe pas sur ce sujet. Parce qu'on se dit, enfin en tout cas, les députés qui défendaient cette volonté de combattre l'anonymat sur les plateformes sociales, se disent finalement, si on oblige les utilisateurs à présenter la preuve de leur identité, ça va peut-être les calmer déjà. Ne serait-ce que cela. Julien Pillot. Ouais. Non, mais en fait, le sujet, c'est quoi finalement? C'est la répression, c'est la traque de personnes qui ont, d'ailleurs physiques ou morales, qui ont des comportements sur Internet qu'ils ne devraient pas avoir, qui seraient jugés illicites dans le monde réel. Mais la vérité, c'est que sur le plan technique, l'anonymat n'existe pas. Je n'ai pas connaissance de la moindre étude scientifique ou économique qui démontrerait de façon complètement claire et non biaisée que le fait d'utiliser des VPN ou des pseudonymes sur Internet complique la tâche sur le plan technique du législateur ou du régulateur. Donc, a priori, c'est plutôt une très mauvaise idée. Et moi, je me réjouis qu'on ait pu avoir ce débat parce que ce débat est utile. Il faut de temps en temps, effectivement, qu'on ait ce genre de discussion là où il y a lieu de les avoir, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, pour qu'on réaffirme finalement des réalités qui ont tendance parfois à être oubliées sous le coup de l'émotion. Mais il ne faut pas trop se réjouir parce que ce matin, en commission spéciale, le texte qui va être présenté a été voté en commission spéciale et a priori tout ça est simplement décalé, c'est-à-dire qu'en fait il y aura un galop d'essai à partir de 2027 et une obligation de s'authentifier, d'utiliser la carte d'identité numérique à partir de 2030. Donc on connaît le sujet, c'est-à-dire que plutôt que d'affronter la gronde maintenant, on prend une décision avec un impact qui aura lieu en fait. Ce serait une autre mandature. On va avoir l'occasion de débattre à nouveau sur ce sujet. L'idée de Paul Midi, qui est le rapporteur de ce texte, de la loi pour sécuriser Internet, c'est une plaque d'immatriculation. C'est comme si on avait une plaque d'immatriculation et comme ça on avance, non pas masqué, mais de manière claire, avec notre identité affichée. Je dirais que moi déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on met en focal un débat, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a d'autres. Il y avait par exemple la question de la souveraineté numérique. Il y avait un amendement qui devait passer pour s'assurer que nos données ne soient pas hébergées, sur les serveurs européens. Ça, on n'en parle pas. Il y a eu tout un débat, évidemment, sur la question de quelles sont les entreprises qui vont ensuite sécuriser, parce qu'on sent aussi... je dirais qu'à chaque fois qu'il y a une loi sur le numérique, on voit plusieurs choses. La première, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a une partie des députés qui ne comprennent absolument pas ce qu'ils font et qui ne connaissent absolument rien. C'est un vrai sujet, parce qu'on est quand même
en 2023. Moi, j'avais commencé à m'intéresser à ce sujet au moment de la loi LCEN. Donc, c'était quand même il y a un petit moment. Pour la confiance en l'économie numérique. Exactement. Et donc, on a ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a cette forme de solutionnisme technologique. À chaque fois, un problème, une solution. Alors ça, maintenant, c'est d'ailleurs un problème, une start-up. D'ailleurs, j'ai vu des députés, je connais quelqu'un, il a fait une start-up, c'est super. Il pense avoir réglé le problème de la majorité pour les réseaux sociaux. Puis il y a une troisième chose qui, moi, me semble assez inquiétante. On le voit avec la loi de programmation militaire. Moi, à l'époque, j'étais au Conseil national du numérique quand la précédente avait été votée. Donc il y a une inflation sécuritaire. Une inflation sécuritaire qui fait que finalement, on n'est plus très loin de la Chine en termes d'outils, parce que le pays qui interdit les VPN, c'est évidemment la Chine. Enfin, c'est pas le seul. Il y a quasiment pour l'instant, finalement, on n'interdit pas l'utilisation des VPN en France. Absolument pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces débats, on sent en pointillé ce que sera la prochaine étape. Oui. Donc, au départ, l'Internet est ouvert. On sait que la police a accès aux adresses IP. Enfin, le vrai sujet, c'est se focaliser sur qui fait quoi, comment. La deuxième étape, c'est on va demander de surveiller absolument tout. Donc ça, on l'a fait il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est qu'on va empêcher les outils qui permettraient une forme d'anonymat. Parce que la question, moi, je suis toujours partagé entre les gens qui tweetent de manière anonyme parce qu'ils n'ont pas envie de le faire sous leur vrai nom. Et c'est le pseudonymat, en fait. Ouais. Et effectivement, d'autres questions qui sont mélangées, parce qu'on y viendra peut-être. Effectivement, la question du harcèlement à l'école, les questions autour des réseaux sociaux. Et là, je pense qu'il y a un autre sujet qui est un sujet qu'on ne veut pas ouvrir, à la fois au niveau européen et au niveau français, c'est que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui nous rendent fous, c'est la combinaison des réseaux sociaux, du mobile et de l'intelligence artificielle. La combinaison de ces trois choses, on fait un cocktail explosif. Et comme on ne sait pas réglementer les applications, on ne sait pas expliquer comment faire des algorithmes qui nous rendent moins dingues, qui nous donnent... Parce que beaucoup d'effets, on le voit sur les réseaux sociaux, sont liés à des effets de meute, à la vitesse à laquelle l'information vient. Et ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas vraiment toucher parce qu'on n'y comprend rien, ou on demande à l'ARCEP ou à l'ARCOM, les pauvres, de devoir régler tout ça. Et c'est vrai que comme on ne peut pas s'intéresser aux causes, on essaye plus ou moins de légiférer sur les conséquences. Mais à chaque fois, on se prend le mur justement technique, finalement. Hein. C'est là-dessus que... Mais l'Internet est technique. L'Internet, c'est que de la technologie. C'est ça. Il y a l'idée politique, et puis derrière, faut rentrer quand même dans la technique, dans la mise en œuvre. Et là, oui, effectivement, on ne sait pas comment faire. Oui, mais... Et on n'envisage pas non plus toutes les conséquences. Quand on a la chance d'être un bout de la voie du numérique français, on doit aussi avoir des approches posées et rationnelles. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de participer à l'affolement général. La France est une démocratie, il n'y a aucun doute en fait par rapport à ça. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, souvent on peut dire même plus que ce qui normalement est autorisé. Donc, et les contraintes en termes de liberté d'expression en France, elles sont extrêmement basses. Et tous les gens qui se plaignent du manque de démocratie en France, le simple fait qu'ils puissent s'en plaindre montre bien que la liberté de parole, elle existe. Oui. Ensuite, que le législateur, que le politique souhaite en fait... s'intéresser à un problème de société, parce que ce que tu décrivais, Tariq, c'est une réalité. Il y a un problème de société aujourd'hui sur le harcèlement, sur le côté agressif en fait de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, qui ont des conséquences très concrètes, très réelles, y compris ça peut être en fait la mort d'adolescents. On n'est pas en train de parler de... C'est pas qu'un sujet de spécialiste, c'est pas qu'un sujet en fait d'expert. Les conséquences en fait d'Internet, elles touchent les Françaises et les Français dans la vie en fait quotidienne. Il y a un autre phénomène que je vois, c'est que finalement, dans ces réseaux sociaux, tous les positifs, les constructifs ont tendance en fait à s'en éloigner. Et résultat, parce que cette anxiété, cette agressivité qui existe, elle est de plus en plus importante. Et donc finalement, c'est les tristus qui gagnent face aux rigolus, pour ceux qui connaissaient en fait les vieilles BD en fait de Pif. Et donc c'est normal que les politiques veulent se saisir en fait de ce sujet-là. Moi, j'ai peut-être un regret dans toute cette affaire, c'est que on n'arrive pas à établir en fait un échange de qualité apaisé, construit, parce que est-ce qu'il faut trouver des solutions ? Moi, je suis convaincu qu'il faut trouver des solutions, mais est-ce qu'il faut aussi prendre en compte les spécificités d'un certain nombre d'acteurs ? Il faut aussi prendre en compte ces spécificités-là. Les gens qui font de l'open source intelligence, les gens de l'OSINT,
c'est naturellement qu'ils s'inquiètent de la fin de l'anonymat sur Internet, parce qu'une grande partie de leurs recherches, ils le font sous le couvert en fait de l'anonymat. Alors, est-ce que ça pose une difficulté pour ces gens-là? Indéniablement. Mais donc, il faut réfléchir comment, au XXIe siècle, on va pouvoir continuer à protéger un certain nombre d'acteurs qui sont légitimement sous couvert en fait d'anonymat. Quoi? À poser des exceptions, des exceptions, des exceptions. Mais le problème, c'est que, comme on l'a tous finalement appris, parce que Thierry Breton l'a rappelé aux députés, le DMA, DSA, donc les lois qui ont été votées au niveau européen, sont des règlements qui s'appliquent immédiatement, comme le RGPD. Et donc, les sujets dont se sont saisis ces députés, et je pense que le ministre du numérique, Jean-Noël Barrot, a pris un risque. C'est un peu son baptême du feu. Et c'est vrai que comme on est aussi dans une situation, on va dire, à l'Assemblée nationale qui est plutôt explosive, c'est difficile d'avoir des arguments sensés sur des sujets aussi importants que les retraites, la sécurité sociale et autres. On sent que on a voulu aller au-delà de ce que l'Europe, qui a quand même bien travaillé, qui a quand même produit énormément, qui a rencontré énormément de spécialistes, et qui a dit aujourd'hui, dans l'état de l'art, de ce que l'on peut faire, dans l'action, voilà ce qu'on a, DMA et DSA. Il y a des choses qu'on aurait pu améliorer, des choses qu'on aurait pu, évidemment. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on a ouvert des sujets qui sont, d'un point de vue médiatique, évidemment, toujours importants. Il y a toujours des histoires, l'accès aux sites porno, l'accès effectivement aux réseaux sociaux, le bannissement, donc on utilise des termes qui sont quand même assez durs. Sauf que quand on rentre dans la pratique et d'un point de vue très concret, quand on a déjà un acteur, à savoir Elon Musk, qui ne suit pas du tout les réglementations et qui en gros explique qu'il n'en a rien à faire de ce que l'on va faire, il faut aussi, et c'est le rôle du politique, de s'ancrer dans une réalité. Il y a la réalité technique, mais il y a aussi la réalité du fait que tout ça est un ensemble d'équilibres. Si on les bouge un petit peu trop, par exemple, on parlait tout à l'heure du cloud. Vous nous dites, appliquons déjà les directives européennes, en fait. Enfin, le règlement européen, adaptons-nous à ce règlement, ce sera déjà pas mal. Je pense qu'il y a... Ça ne suffira pas. Ouais. Oui, c'est ça. Ça ne suffira pas parce que tout à l'heure, Tariq l'a dit très justement, il y a la question de qu'est-ce qu'on essaie de corriger. Et tant qu'on restera sur un niveau d'action qui se contentera de regarder les conséquences plutôt que de traiter les causes, on n'y parviendra pas. Derrière les causes, en fait, c'est un économiste qui vous parle, mais il y a des modèles économiques. Et les modèles économiques aujourd'hui du web, c'est quoi? C'est générer de l'attention. C'est générer de l'engagement et conserver cet engagement le plus longtemps possible, parce que tant que vous êtes engagé, vous produisez de la donnée, ces données ont de la valeur, et tant que vous produisez de la donnée sur l'endroit X, vous ne la produisez pas sur l'endroit Y. Donc en plus de ça, ça vous renforce vous au détriment de vos concurrents. Et finalement, tous les algorithmes dont parlait Tariq tout à l'heure sont entraînés pour générer cet engagement et pour faire de la rétention de cet engagement. Et donc derrière, il se trouve que les contenus les plus discutables, les plus polémiques et parfois les plus illicites sur Internet génèrent plus d'engagement en moyenne que les autres contenus. Donc à la sortie, on se retrouve à déplorer de façon extrêmement régulière sur ce plateau d'ailleurs. Alors que c'est une évidence. Alors que c'est une évidence. Et tant qu'on n'aura pas revu les modèles économiques, si tant est qu'on soit capable de le faire sur le plan technique... C'est quand même en train de changer ça, justement, avec les nouvelles régulations, les obligations, ne serait-ce que du RGPD. On voit bien que les mouvements existent là dans les réseaux sociaux. Sur la plateforme X, par exemple, désormais, il y a des services payants. On voit arriver le retour du payant quand même. Oui, non, parce qu'en fait, ce qui est fascinant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est donc l'arrivée de la simulation. On est capable aujourd'hui de simuler, de compresser le monde et de le simuler de manière totalement informatique. Et ce que le RGPD dit, c'est qu'on n'a pas le droit de récupérer les données personnelles pour faire ce genre de manipulation. Mais imaginons aujourd'hui qu'on crée une simulation du monde, ce que Facebook, ce que la plupart des acteurs ont, une simulation qui est finalement une simulation une copie numérique du monde dans laquelle on fait travailler les algorithmes qui sont en plus devenus de plus en plus intelligents, puisque désormais avec les derniers progrès dans l'IA, on est capable d'avoir des modèles très affinés. Désormais, on utilise ces simulations et donc on sort du monde réel. Et donc, ce qui est fascinant, c'est qu'il y aura toujours un avantage technique aux grandes plateformes, puisque là on l'a appris il n'y a pas longtemps. Par exemple, Facebook a un score entre 0 et 1 qui définit notre obédience politique. 0, on est très progressiste et 1, on est conservateur. Et ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, on ne vit plus dans ce qu'on appelait des bulles de filtre. Ça, c'est un terme, à mon avis, qui n'est plus réel. On est dans des chambres d'écho. Et donc, quand on est quelqu'un qui est plutôt, on va dire, modéré, ce qu'on a envie, on est capable d'être face à des opinions divergentes, tant qu'évidemment, elles ne sont pas totalement folles. Et on est capable, ensemble, autour de cette table, de pouvoir discuter.
Mais dès qu'on a été, d'une certaine manière, radicalisé à des extrêmes, avoir accès à des contenus qui sont l'inverse de ce que l'on veut est devenu impossible. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec tout ce qui se passe. Et donc, d'une certaine manière, les plateformes jouent avec ça pour justement stimuler certaines personnes qui, on va dire, ont le sang chaud sur Twitter et qui sont capables, pardon, X, j'ai toujours du mal, de réagir au quart de tour parce qu'on sait que ça va générer des choses et que finalement, ces conversations toxiques, c'est un peu comme quand on a des fuites de pétrole, elles vont après contaminer le reste. Et donc, c'est vrai que ça pose un problème auquel, à mon avis, le législateur est totalement incapable de... Alors, ça permet d'enchaîner sur le deuxième sujet, le sujet de la création de ce comité interministériel sur l'IA générative. Ça vous semble intéressant, vous l'avez appelé de vos voeux, vous dites tiens, enfin ça y est, le politique va pouvoir faire son acculturation, son éducation sur ces sujets de l'IA et des algorithmes. Julien. Ma première réaction est évidemment une réaction positive, je pense que ça va dans le bon sens, on en avait besoin. J'ai quand même deux, trois points de surveillance quand même malgré tout. Je trouve que ce comité de surveillance, il n'est pas forcément... C'est pas surveillance, oui. Consultatif. Il n'est pas forcément très pluriel. C'est-à-dire, dans sa composition ? J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de pluridisciplinarité, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de place pour l'économie. Bon. Il y a quand même il y a un économiste... Pour les artistes, par exemple. J'aurais voulu qu'il y ait un peu plus d'universitaires, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus d'artistes, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de représentation finalement de l'ensemble des corps de métier qui peuvent avoir soit une expertise à donner sur la recherche fondamentale, soit sur les conséquences économiques ou les conséquences métiers très concrètes. Et là, je trouve que je reste un tout petit peu sur ma fin. Et puis ensuite, il y a la question de la temporalité que l'on donne à ce comité. 6 mois pour rendre un rapport vu le pluralisme et la complexité des sujets finalement qu'il y a à traiter, je trouve que c'est extrêmement court. Voilà. Oui. Après, on nous dit aussi qu'il va y avoir d'autres comités qui vont se créer sur des sujets spécifiques, notamment du côté de la culture. On va peut-être y avoir des batailles, d'ailleurs, entre les ministères. On a un problème clair, c'est moi qui étais au Conseil national du numérique, il y a eu des moments où je me suis posé la question à quoi ça sert vraiment. Il y a un comité d'éthique de l'intelligence artificielle qui existe déjà, il y a un autre comité, il y a le comité de la Poste, enfin, il y a une dizaine de comités. Et d'une certaine manière, je pense que effectivement, tout le monde perçoit que l'intelligence artificielle générative a un potentiel de changer pas mal de choses. En bien et en mal, elle a la possibilité de créer de nouveaux acteurs économiques. Elle a aussi la possibilité de détruire des acteurs économiques, notamment en France, dans le domaine de la culture. Et c'est vrai que pour l'instant, ce que je trouve dommage, c'est que ce comité, où quasiment tous les gens sont légitimes, moi j'étais d'ailleurs persuadé que tu serais dans le comité, parce que tu représentes l'aspect open source. Merci. Que malgré cette légitimité, je sens qu'il y a aussi quand même un grand questionnement, c'est que l'État a du mal ou projette l'idée qu'ils vont organiser des forces technologiques, alors qu'en fait, elles ne font que les suivre. Et pour moi, la chose qui est très importante par rapport à ça, et c'était vrai également avec le cloud, c'est vrai avec l'ensemble des technologies, c'est qu'on va être dans un environnement où il y aura des petits acteurs, des acteurs de taille moyenne et les géants. Et aujourd'hui, on a toujours tendance à se dire on va réguler les géants, mais en régulant les géants, la contrepartie, c'est qu'on peut tuer les petits et on va rendre les moyens, on va les empêcher de grandir. Et donc, là, on a quand même Philippe Aghion qui est plutôt partisan de l'innovation, qui prône justement une réglementation qui soit mesurée, qui n'étouffe pas. On est dans une vision très business, alors que l'intelligence générative, ce qui est fascinant, c'est que ça va être des outils qui vont être sûrement, grâce à l'open source, disséminés, qui vont permettre à des nouvelles façons de créer. Et cette nouvelle approche créative, à mon avis, est absente. Mais c'est juste mon avis. Mais ça sera peut-être ça avec le ministère de la Culture. Peut-être, ouais. Bon, mais on a un comité parallèle. Et si on était plus positif autour de cette table, on devrait lancer un mouvement qui serait un mouvement à la fois pour être plus positif et plus constructif. Réjouissons-nous. Le président de la République, au mois de juin dernier, à l'occasion de Vivatech, fait un discours fondateur. Il prend 2 heures pour notamment parler du sujet de l'intelligence artificielle. Et il exprime très clairement, je vous invite à relire et réentendre en fait ce discours-là. La France supporte l'open source, la France aime l'open source. Est-ce qu'on peut avoir, dans le domaine de l'IA, est-ce qu'on peut avoir
ailleurs dans le monde une prise de position qui soit aussi claire. Je ne crois pas. Le président de la République... Les États-Unis, quand même. Non. La Chine. Non, mais non. Moi, j'étais en fait à Munich, au DLD. Là sur ce comité, il n'y a pas de représentant de l'open source. Je vais y revenir. Non, mais il y a les gens de Mistral. Non, vous êtes dur. J'étais au DLD AI Summit à Munich, avec nos homologues en fait européens. Tout le monde m'a parlé du discours du président de la République. Mais tout le monde. Et en demandant en fait une chose, qui était de dire, mais dans quelle mesure il peut prendre un leadership au niveau européen pour faire bouger l'Europe et pour aussi faire bouger nos pays. C'est comme ça aujourd'hui que la France est perçue comme un chef de file au niveau européen sur les sujets open source et intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Bien, oui, je précise bien. Et donc, il y avait un certain nombre d'annonces qui avaient été faites à l'occasion de ce discours de Vivatech, et elles sont en train d'être mises en œuvre. Mais fantastique. Il y avait un appel à projet de la Direction générale des entreprises. 40 millions d'euros pour venir financer les acteurs français pour fabriquer des communs numériques dans le domaine de l'intelligence artificielle. La remise, c'est le 24 octobre. C'est en cours. Il y a les fameux... IA Cluster. Non, mais ça, c'est très bien. Mais l'IA, enfin, en tant qu'entrepreneur, moi, ce qui me gêne... Laisse-moi terminer. Moi, quand tu parles, je t'écoute. Parce que c'est toujours intéressant. Donc, ça veut dire que je dis des choses pas intéressantes. Mais non. Alexandre, je m'inquiète. Mais rapidement. Donc, IA Cluster, c'est aussi en cours. L'ANITI qui est dessus, par exemple, à Toulouse. Nous, on travaille avec ces gens-là. Ça a des répercussions concrètes. On a des programmes de recherche avec ces gens-là. Et ça avance. On finance réellement des acteurs français qui font de l'open source AI. Et ensuite, il y avait en fait l'annonce de la mise en place. Alors, ce n'était pas annoncé à l'occasion de Vivatech. Il l'a annoncé après avoir rencontré. Il a rencontré Sam Altman. On a été un certain nombre à se dire, mais quand même, c'est pas bien, le président, il rencontre que le patron d'OpenAI. La semaine d'après, il recevait une partie de l'écosystème français de l'AI, dont les gens qui ont été nommés à ce conseil. Et au cours de cette réunion, la recommandation que faisaient Yann Lequin et les autres, c'était Virgo, etc., c'était de dire, il faut créer un conseil consultatif. Quelques semaines après, 2 mois après, on a ce conseil consultatif. C'est positif. Des démarches politiques, comme ça vous allez pouvoir continuer à réagir, j'avance un petit peu. Il y a aussi cette annonce du côté de Iliad qui dit, nous, on est capable de créer un champion. Il y a une dynamique qui est en cours. Voilà, un laboratoire de recherche. Un peu plus que ça, oui, bien sûr. C'est qu'en fait, c'est vrai que l'IA, depuis 2018, c'est un des rares domaines dans lequel ce gouvernement, sur la technologie, a été cohérent à la fois sur le message, sur l'exécution en termes de fonds. Et il se trouve que il y a une réalité, c'est qu'en IA, on a des très bons chercheurs, de très bons niveaux. Et visiblement, on est même capable de réattirer des talents de l'IA qui sont partis. Oui, mais ce qui est fascinant avec Mistral, c'est qu'on revient à ce que moi, j'ai toujours pensé être une start-up, c'est-à-dire des gens qui développent du logiciel. De toute façon, l'IA, on peut dire ce qu'on veut, c'est du cloud. C'est du logiciel. Et donc, on a cette excellence dans le domaine logiciel. Ce que je trouve dommage, c'est que cette excellence logicielle existe également dans l'open source, elle existe dans plein de domaines, mais pour plein de raisons, qui sont souvent des raisons de... on sent que les très très grandes écoles, en fait, dominent l'IA, et donc il y a quand même un tropisme aussi. Oui, parce que l'IA, c'est des maths. Ouais. Pas que, c'est aussi de l'informatique, c'est de la physique, c'est plein de choses. Mais effectivement, on n'a pas réussi à faire reconnaître ce talent. Et ce qui est dommage, c'est que d'un point de vue entrepreneurial, la France devrait être l'un des leaders mondiaux du logiciel, et on ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que certains ministres ont pensé qu'on n'était pas bon dans le cloud, qu'on n'était pas bon dans tel domaine, alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'on est bon partout, dès lors que l'on laisse les gens qui veulent créer des entreprises et les talents, et qu'on les reconnaît, soient mis en avant. Je trouve que dans l'IA, on l'a très bien fait, mais ce qu'on a fait dans l'IA, si on pouvait le faire pour tout le reste, ça serait fantastique. La seule crainte que j'ai, c'est qu'on se trompe d'échelle, en fait. Il nous reste 4 minutes, mais juste on va zapper un des sujets. On se trompe peut-être d'échelle, parce que j'ai peur qu'on fasse un sujet national, quelque chose qui devrait être traité au niveau européen, ne serait-ce que pour qu'on puisse avoir un mot à jouer et un mot à dire dans cette course à l'armement. Oui. Voilà, j'ai peur qu'on arrive sur un champ de bataille avec un autre tunnel face à des bazookas en face de nous. C'est l'idée de la locomotive, il faut une locomotive. Il en faudrait même plusieurs. Alors, au niveau européen, ou voire même au niveau international. Moi, je reviens tout juste de New York. Oui. J'ai eu la chance de participer. Alors, c'est quoi cette histoire de AI for Humanity là J'ai été invité. Qu'est-ce qu'il en sort de cette place qu'on va accorder à l'IA dans la société ?
J'ai été invité cet été par le Tech Envoy. Je ne savais pas ce que c'était. Le Tech Envoy, c'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Et donc, il y a un monsieur, M. Ahmadinejad, qui s'occupe des grands sujets technologiques pour la planète. Et donc, il a décidé cette année d'organiser son événement autour de ce thème AI for Humanity. Et donc, il m'a sollicité pour que je vienne parler d'open source AI. Qui était le titre de la conférence du président de la République sur l'IA en 2018. Exactement. Donc, comme quoi, il est assez précurseur. Et donc, cette parole-là, elle était attendue. Et donc, bon, pour faire court, moi, il y a 3 grands sujets que j'aurais aimé en fait pouvoir évoquer. Le premier, c'est que je suis absolument convaincu qu'il faut qu'on développe des grands communs d'infrastructures numériques. Parce qu'il n'y a pas d'IA sans calcul, et donc il y a besoin en fait de permettre aux développeurs open source d'accéder en fait à ces grands communs d'infrastructures numériques. Génial. Oui. Ce que fait Xavier Niel, il le fait pour les startups. Non, c'est ce que fait Exascale, le Gency en France, qui sont des gens en fait formidables. Mais il faut. On a fait l'Exascale, il faut dès à présent, en France et en Europe, faire le Zetascale. Et au niveau des Nations Unies, le message que moi je leur passe, c'est vous avez en fait des moyens qui sont très importants, vous gérez en fait la faim dans le monde, etc. Gérez l'intelligence dans le monde et permettez-nous de construire en fait des IA génératives open source en nous donnant les moyens. Il reste 2 minutes, ça veut dire qu'on ne parlera pas des autres actualités, les nouveautés autour de Meta. De Meta, non mais c'est pas grave, il y en aura encore des... Juste, on en parlera une prochaine fois, mais quand même, Meta accélère aussi beaucoup dans l'IA, avec un modèle un peu différent quand même de ce que fait OpenAI. Oui, Tariq et puis Julien, parce que... Oui, je voulais juste modérer l'idée d'une vision globaliste, qui a toujours été une vision qui m'a fasciné, mais qui se heurte aujourd'hui à la réalité. C'est qu'on est dans une déglobalisation numérique. Aujourd'hui, l'accès aux puces est limité en Chine, qui a une bataille militaire. On dit toujours les budgets d'IA des États-Unis et de la Chine sont gigantesques. Mais il suffit de regarder les budgets militaires de ces deux pays. L'Europe n'a pas de budget militaire. C'est normal qu'elle ait finalement mis quelques cacahuètes sur le sujet. La France a la chance, avec des modèles comme Mistral, on verra ce que ça donne, de se dire avec moins de capacité de calcul, on peut faire des modèles équivalents à ce que font OpenAI. On verra. Mais fondamentalement, le problème, c'est qu'on est aussi dans un monde où ces technologies vont être utilisées sur les réseaux sociaux pour la désinformation, avec des technologies de type Midjourney pour changer les élections. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine, on a des élections un peu partout. Il reste 30 secondes pour Julien. Un mot de conclusion, Julien, Juste pour sur notre discussion sur l'IA, peut-être. Non, mais pour répondre à Alexandre, tout simplement, moi aussi, j'appelle de mes souhaits la création de communs numériques. On a une doctrine, d'ailleurs, juridique qui le permet, en fait, qui donne sens à tout ça, qui s'appelle la théorie des facilités essentielles. Le seul truc, c'est que les facilités essentielles dont on connaît l'existence aujourd'hui sont toutes l'émanation finalement de puissances publiques qui avaient la possibilité de les mettre en place, de les financer, de les penser et de les mettre en œuvre et de les opérer pendant très longtemps. Absolument. Si on devait faire des communs numériques, il faudrait qu'on ait une gouvernance internationale autour de ces communs. Et aujourd'hui, on a trop d'intérêts divergents, à mon sens, pour qu'on y parvienne. Mais j'appelle ça de mes souhaits également. Merci beaucoup, Tariq Prim, entrepreneur, fondateur de Cybernetica.fr, était avec nous. Julien Pillot, économiste, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Et Alexandre Zapolski, président de l'Inagoria. Merci beaucoup à vous de nous suivre avec une grande fidélité. On se retrouve très vite sur Bismart et sur les réseaux sociaux aussi.